Bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui sont connectés. Nous vous souhaitons la bienvenue du coup à ce deuxième épisode de la série Le sportif à la clinique du Parc Lyon. Donc je vais prendre quelques minutes en introduction pour remettre justement un peu de contexte dans le webinaire que auquel vous allez assister ce soir. Euh, donc la clinique du Parc Lyon, c'est un établissement dans le 6e arrondissement qui se situe juste à côté du parc de la Tête d'Or. Et donc un établissement du coup assez proche de ses coureurs. Et ce soir, donc le trailer s'entraîne effectivement au parc de la Tête d'Or. Donc géographiquement parlant, on est assez proche d'eux. On avait envie, en tout cas, à la clinique du Parc Lyon, de pouvoir mettre en avant les différentes expertises au travers d'un webinaire, enfin, d'une série de webinaires. Parce que au sein de la clinique du Parc Lyon, il n'y a pas que la chirurgie orthopédique. Il y a effectivement un écosystème qui gravite autour des orthopédistes, des chirurgiens orthopédistes, avec notamment un plateau d'imagerie, avec un plateau technique assez impressionnant. On a un centre de traumatologie sans rendez-vous. Et après, on a un cabinet effectivement de kinésithérapie, de balnéothérapie, de l'ostéopathie et bien entendu effectivement de la podologie. Du coup, fort justement de tout cet écosystème, on s'était dit que c'était important qu'on puisse valoriser en tout cas cette expertise-là parce que c'est important dans la prise en charge du sportif de pouvoir bénéficier en tout cas d'avis médicaux de différentes expertises et notamment c'est le cas quand on peut parler justement à un podologue, à un kinésithérapeute, à un chirurgien, à un médecin du sport. Donc on a un pôle aussi de médecine du sport et donc tout ça nous donner envie en tout cas de parler en tout cas de sport auprès des adresseurs. Alors cette série de webinaires, elle vient également s'inscrire dans un partenariat qu'on a mené depuis déjà 3 longues années avec la ZIC Saint-Élion, donc qui est une course mythique sur Lyon. La clinique du Parc, elle souhaitait justement s'associer à cet événement-là parce que c'est une course mythique, c'est la doyenne en tout cas des courses de trail. Et en tout cas, comme une institution comme la clinique du Parc Lyon, ça nous permettait justement de nous inscrire et de nous montrer que voilà, on existe en tout cas dans cet écosystème de sport et on a de quoi raconter justement à nos trailers et de pouvoir leur donner de bonnes indications pour qu'ils soient bien préparés. Donc, on a fait une série justement de vidéos capsules qui sont disponibles sur Instagram, donc qui ont permis justement à ces 17 000, je crois, coureurs de pouvoir justement suivre les conseils donc de Thomas Dupont que vous allez entendre ce soir, de Dorian Pettini, mais aussi d'autres médecins du sport ou encore de la cryothérapie. Donc, on a souhaité nous adresser justement aux trailers. Et aujourd'hui, on voulait quand même organiser un événement à destination du coup de la médecine de ville, donc des médecins traitants, mais également voilà des kinés, des infirmières, pourquoi pas des podologues. Donc, l'idée en tout cas de cette soirée, c'est justement de donner donc la place aussi donc à nos paramédicales qui œuvrent au quotidien pour la réputation de l'établissement. Donc, on a effectivement Dorian Pettini qui est donc orthésiste à la clinique du Parc Lyon et Thomas Dupont qui est donc kinésithérapeute. Donc, ils se présenteront un peu mieux que ce que je viens de faire. Je vais leur donner la parole du coup dans quelques instants sur un thème donc le coureur de fond et le trailer, préparation matérielle et prévention. Donc tout un programme en 40 minutes pour voilà connaître leur point de vue par rapport à ça. Alors voilà pour la partie en tout cas communication et pourquoi on fait ça au quotidien et pourquoi on a organisé ces événements-là. La semaine prochaine, juste, vous aurez du coup l'occasion de voir un topo sur donc la cheville du sportif avec donc les chirurgiens, donc avec un chirurgien du coup de la cheville, le docteur Junta et ensuite le docteur Elliot Vipré, médecin du sport. Et ensuite, ce sera sur le rachis avec 2 neurochirurgiens. Donc, d'essayer d'avoir le sportif du coup avec tous ses membres. J'en ai fini du coup pour cette petite intro. Sur les aspects purement techniques, à la fin du coup du topo, on pourra lire vos questions que vous n'hésiterez pas à poser justement dans la rubrique QR qui se trouve donc en bas de votre écran. Je serai en charge du coup de faire la modération et de porter justement de la voix de vos questions. Et ensuite, un sondage, bien évidemment, vous sera envoyé par mail pour justement qu'on ait vos retours sur l'organisation justement de ce webinaire, parce que c'est important aussi qu'on puisse les entendre. Vous aurez également la possibilité de contacter justement Thomas Dupont et Dorian Pettini directement sur la plateforme Mérite Santé s'il reste encore des questions qui subsistent. Et sinon, voilà, n'hésitez pas en tout cas à interagir durant tout ce webinaire-là. J'en prendrai pas plus du coup. Je vous laisse la parole. Je disparais avec ma caméra. Je vous souhaite du coup Thomas et Dorian un excellent webinaire ainsi à tous ceux qui nous ont rejoints. Et je vous dis du coup à tout à l'heure. Merci à tous. Merci Merci Camille. Alors, comme elle nous l'a expliqué, Camille, on se retrouve ce soir pour discuter de course à pied, de trail, de préparation, de matériel.
Je suis Thomas Dupont, je suis kinésithérapeute du sport. Je suis également formé en traitement et en prévention des blessures en course à pied et en principe et en planification d'entraînement. Je serai accompagné de mon collègue Dorian que je laisse se présenter. Bonsoir à tous, moi c'est Dorian Petini, je suis orthopédiste, orthésiste podologiste et je suis également formé en podologie du sportif. Donc, on va discuter effectivement de course à pied. Pour discuter correctement de course à pied, on va partir de chiffres. On a fait une revue de littérature sur l'épidémiologie. C'est pas la partie la plus fun à vous présenter ce soir, mais il faut que on passe par là pour avoir des bases et des pistes de travail correctes. On discutera ensuite de renforcement musculaire et le rôle de ce renforcement musculaire dans la course à pied. On verra la planification, l'entraînement et l'hygiène de vie. Et Dorian finira par vous présenter les équipements du coureur à pied et du trailer. Alors pour commencer ce webinaire, en introduction, c'est intéressant de vous montrer quelques chiffres. Le premier, effectivement, ça vient d'une étude de 2007, donc qui est un petit peu ancienne quand même, mais on voit que 30% des coureurs se blessent chaque année. Si on reporte ça à 2022 sur 12 millions d'adhérents, ça ferait presque 4 millions de blessures à l'année. Il y a également 80% des blessures qui surviennent lors d'une modification d'entraînement liée à une augmentation trop rapide du volume de l'intensité ou des dénivelés. C'est vrai que quand on augmente trop rapidement la fréquence, on a des risques de blessures. Et la troisième, très intéressante aussi, sur ultra plutôt, la blessure qui représente 69% des causes d'abandon sur du 60-70 bornes, avec une majorité de blessures d'apparition progressive et notamment sur le genou et le pied. Donc, comme vous expliquez, Dorian, on a une prévalence sans surprise qui se situe principalement sur le membre inférieur, avec des facteurs de prévalence qui sont l'augmentation trop précipitée du volume d'entraînement, ou un faible volume d'entraînement également. C'est-à-dire que s'entraîner trop peu, c'est pas bon. S'entraîner d'un coup trop, c'est pas bon non plus. Dans les facteurs de risque, on retrouve également dans les études de Van Gent ou de Will Vacher les antécédents de blessures en course à pied déjà, un IMC élevé, un âge élevé, un sexe masculin et toujours ce manque d'expérience. Donc, ce qu'on peut voir quand même, c'est que l'entraînement a une place centrale, d'autant plus que dans l'étude de Van Poppel en 21, on met en lumière que les facteurs biomécaniques de course, que ce soit la cinétique ou la cinématique, donc au final que peu de liens avec des blessures par overuse, par surutilisation. Donc, une place quasi centrale de l'entraînement dans la prévention des blessures, ou en tout cas dans les mises en lumière, dans les facteurs de risque de nos blessures en course à pied. Cette diaporama, elle est un peu indigeste, elle est extraite des résultats de l'étude en 2021 de Scheer. Elle est, voilà, elle est compliquée à présenter parce que c'est plein de tableaux, plein de chiffres. Je pense que ce qui est intéressant de retenir de ces tableaux-là, c'est que les blessures, elles dépendent de plusieurs facteurs, de la course, en fonction de la distance, du dénivelé, de la typographie de la compétition, et puis également du type de course qu'on fait. Est-ce que c'est un entraînement? Est-ce que c'est une course chronométrée? Voilà, il faut avoir en tête toutes ces petites variations pour qu'on puisse prévenir au mieux les blessures de l'athlète en fonction de si c'est un entraînement, en fonction de si c'est une compétition, en fonction de s'il court la Saint-Élion ou l'UTMB. Voilà, on va pas prévenir les mêmes blessures de la même manière. Effectivement, en plus de ça, si on est sur trail ou sur route, on va pas prévenir les mêmes blessures. En trail, on retrouve principalement des entorses de cheville et en route, on trouve principalement des blessures sur le genou, sur l'articulation du genou. Il faut pas oublier que en trail, on est également sujet à des blessures dermato, comme le coup de soleil et l'ampoule, surtout sur l'ultra, où il y a des variations de température, où il y a des variations d'humidité. Donc attention à la prévention de ces blessures dermato. On a, voilà, c'est ces différents facteurs sur lesquels on peut jouer. Et toujours, moi, ce qui me frappe à chaque fois quand je lis ces études et quand je fais cette revue de littérature, c'est que on est sur des facteurs intrinsèques ou extrinsèques qui sont quasi en exclusivité, en relativité
avec l'entraînement, quoi. Le manque d'échauffement, le manque de planification, le manque d'entraînement sur terrain précis, le manque d'expérience, tout ça, c'est vraiment en relation avec l'entraînement. Si on parle de biomécanique, on voit dans les différentes études qu'il y a vraiment peu de liens significatifs entre la cinétique, entre la cinématique, entre la mesure d'ampleur, de charge d'impact, entre tous ces facteurs biomécaniques de course et les blessures. On a cette étude de Diaz-Lopez en 23 qui nous donne vraiment cette mise en lumière sur que les blessures liées à l'altération de biomécanique de course ça n'existe peu ou pas. Il faut prendre un petit peu de recul sur ces différentes études, avoir ce qu'on met dans la définition, dans la dénomination des variables biomécaniques, tout comme dans cette étude de 2013 et qui a été rééditée en revue en 2015, où on nous dit que le coureur pieds nus est souvent, ou en minimaliste, est souvent moins sujet à des blessures et à des performances un peu augmentées. Il faut quand même avoir en tête que le coureur pieds nus, il est souvent plus suivi et plus expérimenté qu'un coureur en chaussures plus maximalistes, mais Dorian vous en rediscutera un petit peu après. Donc, pour avoir vraiment cette démarche de prévention, on a cette étude de Tadei qui nous donne effectivement un programme de renforcement du pied et du corps qui réduit de 2,42 fois le risque de blessure par surutilisation. Et on a tous ces facteurs liés effectivement à l'IMC, liés effectivement à l'amplitude de nos articulations, mais principalement, encore une fois, à l'entraînement, à notre gestion de charges et de contraintes. Il va falloir y être sensible et on en discutera un petit peu en suivant. Donc, voilà, pour prévenir ces blessures, on a donné effectivement ce rôle central de l'entraînement. On donne dans cet entraînement un rôle de plus en plus important au renforcement de muscles comme les fléchisseurs plantaires de cheville, le quadriceps, les fessiers, les ischio-jambiers, tous ces muscles qui ont un rôle de soutien dans la course et de propulsion. On a plusieurs études qui donnent des programmes de séances 2 à 3 fois par semaine, sur 8 semaines par exemple, pour l'étude de Balzabrol, avec des programmes de force qui font intervenir la 1RM, le RFD. Il faut vraiment qu'on ait cette capacité à s'extraire de nos prérequis qui nous disent, attends, on est coureur, on est trailer, pourquoi je passerai sous une barre? Pourquoi je viendrai charger ma barre? Pourquoi j'ai... Il faut qu'on arrive à casser un petit peu ces faux amis. Il faut qu'on fasse passer nos coureurs sous les barres. Il faut qu'on leur propose des exercices de renforcement. On voit que dans les plusieurs études, on augmente la performance sur moyenne et longue distance, on augmente l'économie de course, on diminue les temps de contre-la-montre avec des exercices de petite à haute charge et de pliométrie. Ça nous permet quoi, ce renforcement de nos muscles? Ça nous permet de réduire le volume d'entraînement tout en continuant à travailler la filière anaérobie qui interviennent, des muscles qui interviennent dans notre soutien de course et dans notre propulsion. Quand je prépare un ultra de plus de 100 bornes, de plus de 150 bornes, je ne vais pas m'amuser à faire pendant mon microcycle 160 bornes à chaque microcycle. Il va être intéressant de réduire ce volume d'entraînement et le renforcement me permet peut-être de venir chercher de la zone 2, de la zone 3 sur un volume beaucoup moins important avec une charge égale à ce que je pourrais faire en course à pied. On a également le renforcement du pied. C'est une des études de Tadei qui nous propose ce programme de renforcement des intrinsèques du pied. On a également Souda qui nous parle du corps, du tronc, le renforcement associé du pied et du tronc. On a donné ce chiffre assez impressionnant de réduction des risques de blessures de 2,42 fois par augmentation du volume des intrinsèques du pied, par augmentation de la force de propulsion et du coup ces augmentations de performance et de qualité gestuelle. Dorian va vous présenter un petit peu les exercices qu'on peut retrouver dans les exercices dans le programme de renforcement intrinsèque du pied.
Ouais, pour compléter un petit peu ce qu'a dit Thomas, le gainage du pied va être très important et va prévenir des blessures. C'est vrai que ça permettra de prévenir l'affaissement du pied, d'avoir un meilleur équilibre, surtout sur terrain accidenté, et puis d'avoir une meilleure stabilité au niveau de la structure du pied. Alors Fourchel a conseille quand même plusieurs exercices. Le premier, donc à travers un programme de renforcement des muscles intrinsèques du pied. Le premier, ça va être d'être assis sur sa chaise, talon au sol, de relever un petit peu l'avant-pied et d'essayer d'écarter les orteils, de mettre les orteils un petit peu en éventail et de garder cette contraction pendant plusieurs secondes et de le répéter plusieurs fois. Ça permettra de muscler les interosseux dorsaux du pied. Le deuxième exercice, ça va être d'être debout et sur ses deux jambes et essayer de ramener un petit peu la voûte. Imaginez de gagner une ou deux pointures. Pareil, en contractant l'abducteur de la luxe et les fléchisseurs des orteils. Pareil, garder cette contraction pendant plusieurs secondes et de le répéter plusieurs fois. Et le troisième exercice, ce sera d'être cette fois-ci sur une jambe, debout, de faire une flexion dorsale de la cheville et d'essayer de se mettre du coup sur la pointe des pieds, de charger l'avant-pied et de faire cet exercice plusieurs fois, de le répéter plusieurs fois. Et on conseille de le faire une à deux fois par semaine sur 6 semaines. Donc ça, c'était les exercices un petit peu pour, voilà, pour tous les coureurs sur route, sur trail également. Il faut vraiment, pareil, quand on est trailer, avoir en tête que de par les variations de terrain, on va être beaucoup plus sujet à devoir faire preuve de force musculaire. Donc, euh, cette étude-là de Sabater Pastor, elle montre que les trailers ont une force musculaire supérieure aux coureurs sur route. Il est donc primordial pour les trailers, je dis pas qu'il n'est pas pour les coureurs sur route, mais en tout cas pour les trailers, il faut vraiment qu'ils soient sensibles au renforcement et c'est quelque chose qu'ils ne peuvent plus négliger dans leur planification d'entraînement. On a sélectionné 4 exercices un peu fondamentaux pour faire du renforcement quand on est coureur à pied ou trailer. Le squat pour renforcer nos quadriceps. On préfère le front squat que le back squat, tout simplement parce qu'avec une charge vers l'avant, on est beaucoup plus fonctionnel. Déjà, on va plus instinctivement renforcer nos quadriceps et on est beaucoup plus fonctionnel à venir chercher ce déséquilibre vers l'avant comme dans notre course à pied. Le hip thrust, avec du coup une barre ou pas, un kettlebell, ça fait très bien l'affaire aussi. Sur le bassin, en venant chercher des ponts fessiers pour travailler l'extension de hanche. Le deadlift pour le soulevé de terre pour nos ischio-jambiers principalement. Et les step-up sur le mollet. À chaque fois, comme l'a dit Dorian sur le renforcement du pied, il faut avoir cette notion de progression. C'est vrai également sur les exercices de renforcement de musculation ou d'haltérophilie. Il faut partir sur des choses relativement simples. Certes, ne pas avoir peur de charger, mais garder un principe un peu de progression. Bah, parler de progression, ça nous amène à parler de planification, à parler de périodisation. La planification, il y a 9 grands principes. La progressivité, je pense que ça, tous les professionnels du sport l'ont acquis, du moins je l'espère. La spécificité, la surcharge, l'affûtage, qui n'est pas que la perte de poids, hein. L'affûtage, c'est la réduction du volume, de la charge, pardon, sans diminution de volume d'entraînement, la récupération, bien sûr, l'individualisation des programmes d'entraînement. Même si je vais courir la Saint-Élion avec Dorian, on n'aura sûrement pas le même programme de course à pied, la même planification. Euh, le principe de transfert, d'entraînement croisé aussi, on entend sous cette dénomination-là. Le transfert, c'est effectivement, certes, je suis coureur à pied, mais je peux effectivement faire du renforcement ou du vélo pour venir travailler telle ou telle zone de travail, de la zone 1, de la zone 2, de la zone 3, plutôt qu'en course à pied, pour éviter de mettre également un
trop gros stress mécanique sur mes tissus. On a également des principes de diversité, de variabilité et la réversibilité. La réversibilité, c'est ce principe qui dit qu'il est compliqué d'acquérir et développer une compétence, mais il est beaucoup plus simple de la maintenir. Donc, et en plus, on peut la perdre. Donc, il est plus intéressant de maintenir une capacité qu'on a acquis dans notre planification plutôt qu'à chaque fois l'oublier et devoir redonner un peu d'énergie pour acquérir et développer. Notre planification, qu'elle soit par bloc ou traditionnelle, elle va s'organiser en poupées russes. Elle va s'organiser avec des grosses poupées russes que sont nos macrocycles, des plus petites poupées russes que sont nos mésocycles, et la dernière petite poupée russe, ce seront nos microcycles. Ces microcycles qui, un petit peu par facilité associative et puis par facilité de planification, durent assez souvent 7 jours, mais il faut vraiment sortir de ce dogme-là parce que il est très intéressant de venir chercher des planifications sur 10 à 14 jours. Ça nous permet d'avoir plus de temps de repos, plus de temps de récupération et potentiellement de travailler plus de spécificité dans dans nos différentes phases de planification. À ne pas confondre avec la planification, c'est la méthode d'entraînement, même si ce sont deux choses qui sont liées. Euh, la méthode d'entraînement, elle va être plus en relation avec le volume, avec la charge, avec tout ce que je mets dans ma périodisation. J'ai un objectif, j'établis ma planification et là-dedans, je viens jouer avec ma charge, mon volume, mes temps de récupération. Et ma méthode, c'est ça, c'est la charge et le volume que je choisis. Aujourd'hui, on n'a plus de distribution d'intensité d'entraînement par seuil. On préfère des entraînements type pyramidal ou polarisé, fractionné ou complet, en intervalle ou continu, hein, avec à chaque fois au minimum une séance par semaine en Z2, Z3 pour avoir vraiment cette stimulation du système physio et apporter le stress mécanique nécessaire à nos tissus. En période de compétition, justement, on va passer quelque chose, sur un entraînement, sur une TID polarisée pour diminuer le temps passé en zone 3 en gardant notre volume d'entraînement quasi égal. Euh, on a des marqueurs hein, pour ça. Il faut qu'on utilise des marqueurs corrects pour utiliser ce travail en zone et savoir où est-ce qu'on en est dans notre distribution de l'intensité d'entraînement. Euh, on a plusieurs études qui nous donnent plein de marqueurs. Euh, on a effectivement la fréquence cardiaque, on a la lactatémie, la VO2 max, mais aujourd'hui, on utilise principalement et par, disons, par facilité, parce que avoir un lactatomètre quand on s'entraîne ou quand on fait du suivi à distance, c'est très compliqué. Du coup, on utilise le RPE et l'échelle de sensation. Ces deux marqueurs-là, ils impliquent que, en tant que kiné, que coach, que professionnel suivant l'athlète, on éduque bien nos patients et qu'on lui explique que le RPE, c'est la difficulté de la séance, l'échelle de sensation, c'est comment lui s'est senti personnellement sur la séance, qui peut très bien trouver une séance avec un RPE à 5 sur 10 et être à 2 sur 10 de sensation et s'être senti très mal sur une séance plutôt de moyenne difficulté. Et inversement, il peut être à 8 sur 10 de sensation sur cette même séance à 5 sur 10. Euh, le seul truc qu'il faut, c'est expliquer à nos athlètes que voilà, on a une séance qui note 2 sur 10. La semaine d'après, cette même séance, il a note 8 sur 10 en RPE. C'est à ce moment-là qu'il faut être un petit peu vigilant et dire, attends, non, c'est quasiment la même séance. Tu vois, j'ai juste changé tel et tel exercice, mais sinon, c'est la même séance. Le RPE ne peut pas être différent. Si tes sensations sont différentes, peut-être que ça relève effectivement d'un problème de planification, de distribution d'intensité. Peut-être que ça relève de fatigue et qu'il va falloir ajuster cette charge d'entraînement. Donc voilà, grosse partie d'éducation dans nos marqueurs parce qu'on n'a pas tous la chance de pouvoir étudier la VO2 max, la FC, la lactatémie quotidiennement. Casado, en 2023, il nous donne une étude, il nous fait parvenir une étude où il décrit que, bah, il y a 4 méthodes d'entraînement qui jouent sur
des facteurs assez importants de l'entraînement en course à pied, la lactatémie, la VMA et l'économie de course. Ces quatre méthodes d'entraînement sont le continu lent, où on viendra chercher de la zone 1 principalement, le continu rapide, l'intervalle et les répétitions sprint, où là on sera sur des zones beaucoup plus importantes. Euh, le, le, En parlant de zones importantes, c'est vrai qu'on a à chaque fois en tête le 30-30, le 40-20, etc. On a cette étude de BIA qui vient nous alerter sur le fait des temps qui sont à chaque fois un peu trop longs. Le 30-30, c'est une distance un petit peu charnière où on est à la fois pas assez rapide pour venir chercher des zones de haute intensité, mais en même temps un peu trop court pour aller chercher des intérêts de courses un peu plus longues. Donc, réduisons nos intervalles training, passons sur du 15-15 pour aller chercher vraiment des VO2, des 80-90% de VO2 max. Avec, quitte à avoir pendant ces 15 secondes de récup, une activité qui nous maintient notre cardio un peu élevé afin de repartir. Donc, sur les méthodes d'entraînement, il est important d'avoir des indicateurs, le RPE, l'AFC, le lactate sanguin, l'allure, la vitesse. D'avoir en tête qu'on peut varier ce training intensity distribution, passer en polarisé, en pyramidal, avoir un haut volume en basse intensité, un plus petit volume en très haute intensité et revenir tout doucement sur un volume plus correct avec une charge tout aussi correcte. Il est intéressant ce papier de Campos. J'ai trouvé il était bien parlant parce il nous montre qu'il y a une augmentation de la performance d'endurance avec un entraînement avec 70% du volume en basse intensité et 30% du volume d'entraînement en haute intensité. Ça veut dire que finalement, on peut s'entraîner et augmenter nos performances d'endurance en faisant majoritairement de la basse intensité. Ça, c'est assez contre-intuitif, mais également en incluant, entre guillemets, que 30% d'entraînement à haute intensité. Donc, je trouvais elle était assez parlante, cette étude de 2022 de Campos, et assez intéressante. Au-delà de l'entraînement et qui sont assez corrélés également à la planification, on a d'autres facteurs qui influent sur nos performances, notamment la santé mentale de l'athlète. Il faut qu'on ait des, des, des signaux d'alerte, des red flags hein, sur ça, parce que voilà, tout ce qui est trouble alimentaire, un patient qui commence à faire un peu trop attention, qui est un peu trop dans la demande d'optimisation de nutrition, etc. Des patients qui n'arrivent pas à couper, dépendant à l'exercice, comment ça, tu m'as rien mis, ah, j'ai vu que j'avais pas de séance, pourtant je suis bien, etc. Des patients qui ont des troubles du sommeil ou des syndromes dépressifs. Il faut vraiment faire attention et je pense qu'il faut qu'on pense de plus en plus une place, faut qu'on fasse une place, je ne sais pas s'il y en a aujourd'hui avec nous dans l'audition, mais il faut que les préparateurs mentaux ou les psychologues viennent travailler avec nous. Euh, on peut se poser également la question de la coupure mentale. On parle très bien de la coupure physique, mais pas assez de la coupure mentale. Il faut qu'on ait des échelles, des indicateurs et qu'on éduque le patient à discuter autour de ces problèmes de fatigue, de ces problèmes de santé mentale, de surmenage non fonctionnel auquel il peut être confronté. Le surmenage fonctionnel intéressant dans l'entraînement, le surmenage non fonctionnel, facteur de blessure et à éviter. Attention à ne pas parler non plus trop hâtivement de syndrome de surentraînement, c'est quand même quelque chose de très grave dont on sort difficilement. Donc, ne pas banaliser le surentraînement, parler de surmenage non fonctionnel, l'éviter, le prévenir, en discuter, communiquer, échanger, mais vraiment attention à ce surmenage non fonctionnel. D'autres facteurs, forcément la nutrition, hein, on le voit avec ce diagramme de Howald en 74 qui date un peu, mais Kersik et Saunders nous font ces rappels quand même nutris. Le substrat, bien sûr, en fonction de la charge d'entraînement, l'apport calorique en fonction de la charge d'entraînement et l'apport protéique intéressant en post-exercice 3 à 4 heures après l'effort.
C'est difficile d'être complètement exhaustif sur ce sujet de la nutrition dans le sport, parce que déjà, c'est sujet à plein de débats, et puis ça pourrait faire l'objet d'un webinaire à part entière. Mais ayez en tête que on vient chercher le substrat en fonction de la charge de notre entraînement, et ça vaut le coup de se former et de faire attention, de prêter attention à une planification de nutri également. Les autres facteurs, forcément, l'hydratation. Je pense qu'aujourd'hui, les ultra-trailers, ils sont bien sensibilisés. On a le AH qui, en 2015, a sorti des normes. Là, où, le tableau du bas est tiré de leur étude. Et l'étude de Naminemi vient le rappeler. Ne buvons que lorsque on a soif et jusqu'à ce qu'on ait plus soif. Ça ne sert à rien d'anticiper la soif, ça sert à rien de l'ignorer non plus. On risque de tomber dans l'overhydratation, dans la déhydratation. Donc, respectons les besoins de notre corps, il sait nous prévenir, il faut être à l'écoute. Et ne pas anticiper cette soif, ne pas éteindre notre besoin d'eau. Et voilà, je pense que les ultra-trailers, c'est des choses sur lesquelles ils sont bien sensibilisés ces dernières années, en tout cas depuis 2015. C'est important que ça se démocratise un petit peu. Concernant la récupération, j'ai pas trouvé d'études assez puissantes pour nous donner des vraies valeurs seuil. Voilà, c'est juste important d'avoir un temps de repos nécessaire, de couper, d'avoir un sommeil assez conséquent, quitte à introduire les micro-siestes et insister sur la qualité du sommeil. J'ai entendu plusieurs podcasts, notamment avec Jean-François Esculier, qui dit voilà, 7 heures de sommeil plus 1 heure de sommeil par heure d'entraînement. Je pense que ça peut au moins nous donner quelques petits repères, même si ces valeurs sont à prendre avec un petit peu de distance. Je pense que c'est déjà des bonnes valeurs pour la récupération. Alors moi, je vais revenir, Thomas en a parlé tout à l'heure, sur tout ce qui est frottement, ampoule, etc. C'est vrai que pour les coureurs qui sont sujets aux échauffements, aux ampoules, ça va être intéressant de préparer son pied. La première des choses à faire, ça va être du coup de tanner son pied avec du citron vert de préférence parce qu'il va être un petit peu plus astringent, un peu plus acide et puis c'est un produit naturel. Alors on va avoir aussi les crèmes anti-friction qu'on peut retrouver dans les magasins de course à pied ou dans le commerce. Et on va devoir appliquer du coup cette crème ou le citron vert 3 semaines avant l'événement sportif. Ça va être important quand même d'hydrater son pied en même temps. Et puis 15 jours avant, faire un soin de pédicurie pour enlever tout ce qui est corps et callosité. Et pareil, une semaine avant, euh, préparer aussi les ongles pour éviter tout ce qui est panari le jour J. Le jour J d'ailleurs, on vient tanner, du coup, appliquer la crème anti-friction sur l'ensemble du pied, notamment en assistant sur les zones de frottement entre les orteils. Notamment, ça laissera du coup une lame protectrice, pardon, qui permettra d'éviter les ampoules. Et pour tous ceux euh, pour éviter la macération, mettre de la poudre dans la chaussure, ça permettra aussi d'évacuer un petit peu tout ça. Pour l'équipement du coureur maintenant, c'est vrai qu'on voit beaucoup de coureurs qui ont fait ce travail de prévention, mais qui n'arrivent pas forcément à finir les courses. Ça va être important d'avoir un bon équipement en fonction de ce qu'on fait, en fonction de la distance, en fonction du terrain et en fonction des conditions climatiques. Donc, la chaussure va être hyper importante parce qu'il y a énormément de choix et énormément de critères. Il y a exactement 5 critères. Le premier, ça va être la flexibilité. Il va y avoir le poids, l'épaisseur, donc on appelle aussi l'amorti, le drop et la technologie. Alors là, je vous ai remis quand même un tableau de la clinique du coureur. Effectivement, on va dissocier le sportif débutant
du sportif aguerri. C'est vrai que sur le sportif aguerri plutôt, parce que là on parle quand même de coureurs de fond et d'ultra-trailer, on va avoir plusieurs chaussures, notamment une chaussure de performance et une chaussure d'entraînement. Sur ces deux types de chaussures, il faudra quand même garder le même indice, c'est-à-dire essayer de garder les mêmes critères au niveau de la chaussure pour éviter le risque de blessure. Et puis bien roder quand même sa chaussure de performance quand même, ça va être important, j'y reviendrai juste après. Concernant, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui se pose la question de savoir s'il faut basculer sur du minimaliste. Je vais quand même vous exposer les avantages. C'est vrai que la minimaliste, la chaussure minimaliste, elle permet quand même d'avoir un temps de passage au sol plus réduit, de diminuer la vitesse de force d'impact et d'avoir une foulée plus courte. Hein, la clinique du coureur conseille 180 foulées par minute pour avoir une course sécuritaire et du coup avoir moins de traumatisme sur les genoux. Si je reviens sur les critères énoncés juste avant, la chaussure minimaliste, du coup, elle a moins d'amorti, une absence de technologie, un faible drop, euh, un, un poids assez léger. Hein, c'est une grosse incidence sur la performance. Et puis une souplesse sur l'avant-pied, ça c'est quand même assez important. Maintenant, c'est vrai qu'il y a pas mal il y a pas mal d'études qui montrent, dont celle-ci là de 2016, qui montrent que malgré ces avantages, il y a quand même beaucoup de personnes qui basculent sur du minimalisme pardon, et qui contractent une blessure. Là, on a 38% de blessures. C'est vrai que le corps, il n'est pas forcément adapté pour ça. Il faut une bonne condition physique avec, un gainage du pied important. C'est pourquoi basculer sur du minimalisme, c'est pas forcément euh, doté à grand monde. On va basculer sur du minimalisme, pardon, lorsque on va avoir une blessure récurrente, on va débuter la course à pied, là on basculera plutôt sur du minimaliste. Et quand on va rechercher une performance, notamment les marathoniens qui cherchent un petit chrono, bah là, à ce moment-là, on va plutôt basculer sur du minimaliste. La chaussure de trail, alors j'ai regardé un petit peu les revues. C'est vrai il y a cette revue notamment hein, de Shiwei qui a fait la différence, enfin qui a pris plusieurs coureurs, qui a mis des coureurs en minimaliste et d'autres en maximaliste. Et puis en fait, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas forcément d'amélioration ou de blessures dessus. Donc, il n'y a pas forcément de critères spécifiques. Par contre, il y a quand même plusieurs caractéristiques sur la chaussure de trail. La première, ça va être les crampons qui vont être efficaces sur terrain gras. Alors, on va plutôt conseiller des crampons espacés pour avoir une meilleure accroche au sol. Et puis, on joue aussi sur la hauteur du crampon. Ça va jusqu'à 8 mm. La deuxième chose, ça va être la semelle adhérente qui va être efficace sur terrain humide. Donc on aura une gomme qui va être assez efficace sur ces terrains-là. Le troisième point, on va se poser la question de l'amorti. C'est vrai on a déjà sur trail un terrain souple, donc il y a pas forcément nécessité à prendre des chaussures avec énormément d'amorti. On va plutôt privilégier une chaussure assez basse pour sentir le sol et du coup pour prévenir des blessures. L'avant-dernière chose, ça va être de choisir une chaussure plutôt respirable. Pourquoi? Parce qu'effectivement, quand il pleut, bah, l'eau s'infiltre dans la chaussure. Et du coup, si on a une chaussure imperméable, bah, on peut pas forcément évacuer l'eau rapidement. Donc, on conseillera plutôt une chaussure respirable. Et puis, pour de l'ultra, on conseillera quand même une chaussure polyvalente, puisque durant la course, bah, la météo et les terrains vont quand même assez varier, assez changer, donc c'est préférable de prendre une chaussure plutôt polyvalente.
Sur le matériel, effectivement, ça sera intéressant de roder sa chaussure. Il va être quand même intéressant de partir confiant. C'est pourquoi il va falloir utiliser sa chaussure, comme je l'ai dit plus tôt, à l'entraînement, essayer de la roder un petit peu pour être à l'aise le jour J. C'est vrai que quand on regarde cette étude de Malizou, on voit qu'effectivement, quand on prend plusieurs chaussures, eh ben, on diminue le risque de blessure de 39%. Donc, c'est intéressant d'avoir plusieurs chaussures à l'entraînement pour limiter ces risques de blessure. Et puis moi, ce que je vous conseille aussi, c'est d'aller en magasin de course à pied pour rencontrer les spécialistes, puisque quand on regarde là l'étude de Dion, en fait, on ne sait pas s'il faut choisir du confort, de la performance ou de la prévention de blessures. C'est vrai que quand on regarde là cette étude, on voit qu'on privilégie quand même le confort, alors que c'est pas forcément, ce sera pas forcément adéquate en fonction de ce que vous allez faire. Le choix de chaussette va être important. C'est vrai que la chaussette, elle permet un meilleur confort, une meilleure tenue du pied au niveau des zones du pied, et puis elle permet aussi d'évacuer l'humidité. Sur cette étude, là, elle date un petit peu de 90, mais en fait, on comprend bien que avoir une chaussette adaptée, ben, ça permet de réduire les frottements et d'être plus à l'aise. On ne prendra jamais une chaussure, une chaussette, pardon, de rando pour faire un marathon avec. Donc, ça serait important d'avoir les bons, la bonne chaussette en fonction de ce que vous allez faire. Il y a une deuxième étude qui montre aussi qu'avoir des chaussettes mouillées augmente le risque d'ampoule. Ben voilà, c'est pour ça qu'il faut pas forcément prendre de chaussures imperméables. La dernière chose, effectivement, la semelle orthopédique, elle a quand même une place importante. Si on reprend les objectifs de l'HAS, elle permet de corriger les troubles statiques, de prévenir et de soulager les douleurs, et elle évite l'aggravation de la déformation. C'est vrai que la semelle, elle permet d'optimiser les appuis, d'être adapté en fonction de la pratique sportive. On n'aura pas les mêmes matériaux pour de la route ou pour du trail. On a des matériaux qui sont très techniques. Ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'on n'augmente pas forcément le drop avec la semelle. Voilà. Et puis du coup, j'ai mis deux petites études là qui sont intéressantes. La première de 2020, qui est assez récente, qui permet elle permet de réduire les frottements. Et la deuxième de 2022 qui m'a surprise aussi, elle permet de réduire de 40% le risque de développer des blessures sur les membres inférieurs. Donc c'est vrai que la semelle, elle est quand même assez importante. Bon, ben, c'est fini pour nos deux présentations. Je pense que le principal à retenir, c'est que se préparer, c'est obligatoire. On part pas dans une course, on se lance pas dans un objectif, quel qu'il soit, un peu n'importe comment. Donc, se préparer individuellement et spécifiquement en tenant compte de tous nos facteurs, internes, externes, c'est très important. Également très important de planifier son entraînement pour pas se blesser et de l'ajuster. J'ai pas un planning et puis je fonce à tête baissée. J'ai pas une paire de chaussures, je fonce à tête baissée. Je planifie et j'ajuste en fonction de mes sensations, de mon ressenti. Et puis, bien sûr, je pense, le plus important, c'est de prendre du plaisir à l'entraînement parce que c'est la phase la plus longue. Et n'oubliez pas que la course, c'est qu'une consécration et que les plus beaux moments, vous les vivez à l'entraînement. Voilà, merci pour votre attention. Merci à vous.